Salut à tous, bienvenue sur WWWFRA. Message urgent, nous sommes en pleine course pour atteindre les 500 abonnés. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté, cliquez sur s'abonner maintenant et aidez-nous à franchir cette étape. Et pour le prochain épisode, quel sujet aimeriez-vous voir abordé? Laissez votre suggestion dans les commentaires ci-dessous. Voilà, maintenant, passons au contenu du jour sur comment les embuscades soviétiques dans les rues gelées de Stalingrad ont dévasté les blindés nazis par 40 degrés C. C'est parti. L'été 1942 était une fournaise. L'air, lourd et épais, vibrait du rugissement incessant des moteurs et du cliquetis métallique des chenilles. Une odeur de poussière, de sueur et de diesel planait sur les steppes infinies de l'Union soviétique. Ce n'était pas un été de moisson ou de repos, mais de guerre. Une guerre qui s'étirait, implacable, vers le cœur de l'Est. Une guerre qui, pour l'une des parties, semblait destinée à la victoire, au triomphe final. Berlin respirait la confiance. Hitler, le Führer, voyait son armée, la Wehrmacht, comme une machine indestructible, le fer de lance d'un empire millénaire. Ces victoires écrasantes des mois précédents alimentaient la certitude d'un triomphe rapide et définitif. L'opération Bleu, Fall Blau, était le coup de grâce. L'objectif, le Caucase et ses richesses pétrolières. Et sur le chemin, comme un symbole de défi, une ville se dressait sur les rives de la Volga, Stalingrad, un nom qui faisait écho à la gloire de son chef, Joseph Staline. Pour Hitler, c'était plus qu'un objectif stratégique, c'était un coup symbolique, une humiliation personnelle envers son plus grand ennemi. Des milliers de chars, véhicules blindés et camions allemands avançaient comme une marée d'acier. L'infanterie, disciplinée et expérimentée, suivait, ses pas soulevant des nuages de poussière suffocantes. Le soleil frappait fort, mais le moral était au beau fixe. La Blitzkrieg, la guerre éclair, avait balayé l'Europe. Et maintenant, elle balayerait la Russie. La résistance soviétique, bien que féroce par endroits, semblait désorganisée, en plein effondrement. L'Est était mûr pour la conquête. C'était une époque d'optimisme brutal, d'ambition démesurée, de pouvoir absolu. Le son des avions Stukas, les oiseaux de la mort, déchirait le ciel, plongeant avec un hurlement terrifiant avant de décharger leur fureur. Des explosions secouèrent la terre, ouvrant des cratères là où il y avait autrefois des champs cultivés. Des villages brûlaient, une fumée noire s'élevant comme une lamentation silencieuse. L'odeur de poudre et de chair brûlée se mêlait à l'air chaud. Le paysage se transformait en un enfer miniature, mais pour les envahisseurs, c'était le prix de la victoire. La voie vers Stalingrad était ouverte. La ville, une longue bande industrielle étendue sur des kilomètres le long de la Volga, était perçue comme une proie facile. Une fois capturée, l'Allemagne contrôlerait le fleuve, couperait les routes d'approvisionnement soviétiques et ouvrirait la voie au pétrole du Caucase. Ce serait l'échec et mat. Un triomphe qui scellerait le destin de l'Union soviétique et, par extension, de la guerre entière, le destin de millions de vies. Mais sous le vernis de la confiance allemande et l'apparente fragilité soviétique, une flamme de résistance commençait à crépiter. Une ville, portant le nom de Staline, ne céderait pas facilement. Ce qui ressemblait à une marche triomphale allait bientôt se transformer en un cauchemar glacé, un piège mortel. Préparez-vous à être témoin de la brutalité et de la résilience qui ont redéfini le cours de l'histoire. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre légion d'historiens pour revivre le passé comme jamais auparavant. La ville de Stalingrad, ce monstre industriel étiré sur les rives de la Volga, semblait une cible facile. À la mi-août 1942, la 6e armée allemande, sous le commandement du général Friedrich Paulus, avançait avec une férocité implacable. Le rugissement des canons de la Luftwaffe résonnait sans cesse, transformant l'horizon en une danse macabre de feu et de fumée. Les bombes tombaient, comme une pluie de métal, pulvérisant les immeubles, lacérant l'asphalte, transformant des quartiers entiers en tas de décombres. L'odeur de béton brûlé et de poussière étouffait l'air, se mêlant à l'odeur âcre de la mort qui commençait à s'installer. Les chars allemands, géants d'acier et de feu, roulaient dans les rues périphériques, écrasant ce qui restait des maisons et des barricades improvisées. Les soldats de la Wehrmacht, confiants dans leur supériorité et leur récente victoire, croyaient que la chute de la ville n'était qu'une question de jours, peut-être de semaines. La propagande de Berlin célébrait déjà l'imminence de la conquête. C'était l'apogée de l'arrogance militaire,
la croyance inébranlable en une puissance qui semblait invincible. Mais Stalingrad n'était pas comme les autres villes. Elle respirait le nom de Staline, et pour les défenseurs, céder était impensable. Ce qui commença comme une marche triomphale se transforma rapidement en un cauchemar urbain. Les larges avenues et les steppes ouvertes, idéales pour la blitzkrieg, cédèrent la place à un labyrinthe de bâtiments en ruine, d'usines détruites et de décombres qui s'élevaient comme des montagnes de béton et de briques. Chaque rue, chaque cave, chaque étage d'un immeuble en ruine devint une forteresse, un piège. L'infanterie soviétique, composée de soldats endurcis par la guerre et de civils désespérés, faisait de la destruction son allié. Le bruit des tirs de fusils et des mitrailleuses ne venait plus d'un front clair, mais de toutes les directions. C'était la guerre des rats, le Rattenkrieg comme les Allemands l'appelleraient, un combat souterrain brutal, au corps à corps. Les chars allemands, autrefois invincibles dans les plaines, devinrent des cibles vulnérables dans les rues étroites et encombrées. Cachés dans les décombres et les caves, les soldats soviétiques attendaient, avec leurs cocktails Molotov et leurs grenades anti-chars, pour prendre en embuscade les géants d'acier. Le feu de l'artillerie soviétique, autrefois dispersée, se concentrait maintenant avec une précision mortelle, transformant chaque avancée allemande en un suicide. L'optimisme initial commença à s'éroder, remplacé par un sentiment croissant de claustrophobie et de désespoir. L'odeur de fumée et de poudre s'intensifiait, se mêlant à l'odeur douce et métallique du sang qui imbibait le sol. Et puis, l'hiver arriva, lent, insidieux, puis brutal. L'air chaud de l'été fit place à une brise cinglante, puis à des blizzards implacables. Les températures chutèrent de façon vertigineuse, de 0 à moins 10, 20, 30, 40 degrés. La Volga gela, transformant le fleuve en une route de glace, mais aussi en une barrière infranchissable pour les ravitaillements. Le son du vent hurlant entre les bâtiments en ruine était une lamentation constante, un présage d'horreur. Le sol, autrefois boueux, était maintenant un piège glissant de glace et de neige. Le froid pénétrait les os, glaçait l'espoir. Les armes allemandes, conçues pour le climat européen, tombaient en panne. L'huile de moteur gelait, les mitrailleuses s'enrayaient, les fusils refusaient de tirer. Les soldats, mal équipés pour le froid sibérien, souffraient d'engelures, de gangrène, d'hypothermie. Leurs bottes n'offraient aucune protection contre la glace qui remontait le long de leurs pieds. Leurs gants étaient insuffisants contre le vent tranchant qui déchirait la peau exposée. L'odeur d'urine et d'excréments congelés se mêlait à l'air glacial, un rappel constant de la misère. Stalingrad se transforma en un enfer gelé. Les avancées allemandes, autrefois rapides et décisives, s'éternisaient, mesurées en mètres, conquis à un coût humain exorbitant. Chaque rue devenait un champ de bataille, chaque bâtiment une tombe. L'ennemi n'était pas seulement le soldat soviétique, mais aussi le froid paralysant, la faim qui rongeait les entrailles et le désespoir qui s'infiltrait dans les esprits. Les embuscades soviétiques, désormais au milieu de la neige et de la glace, étaient encore plus meurtrières. Les chars, autrefois fiers, étaient immobilisés par la glace, puis détruits par des grenades et des cocktails Molotov, se transformant en monuments tordus à la fureur de l'hiver et à la résistance implacable. La promesse d'une victoire rapide s'évaporait à chaque flocon de neige, à chaque bruit sourd d'un char explosant dans le froid mordant. La ville qui aurait dû être un trophée devint un piège mortel. L'enfer gelé de Stalingrad n'était pas un champ de bataille conventionnel. C'était un hachoir à viande, une arène de désespoir où chaque mètre carré était disputé avec une férocité primaire. La guerre des rats n'était pas une métaphore, c'était la réalité brutale. Les soldats allemands, autrefois habitués aux avancées rapides et aux victoires écrasantes, rampèrent maintenant à travers des tunnels d'égouts, des caves sombres et des décombres fumants. L'ennemi ne venait pas d'une ligne de front clair, mais de n'importe quelle fissure, de n'importe quelle ombre, de n'importe quel trou dans le mur. Les combats étaient intimes, viscéraux. Une odeur métallique de sang frais se mêlait à l'odeur âcre de la poudre et à la puanteur des corps en décomposition sous la neige. Des cris de douleur et de fureur résonnaient dans les couloirs des immeubles vides, étouffés par le hurlement du vent et le constant tat-tat-tat des mitrailleuses. Un soldat allemand, Hans, se souviendrait des années plus tard du bruit de la glace qui se brisait sous les bottes, à chaque pas incertain, et de la terreur de savoir que l'ennemi pouvait être à quelques mètres, invisible, en attente. À chaque coin de rue, une embuscade. Chaque fenêtre, un nid de tireurs d'élite.
La mort guettait dans chaque ombre, froide et implacable, comme l'hiver russe lui-même. De l'autre côté, les défenseurs soviétiques, dont beaucoup de civils armés, y compris des femmes, transformèrent la ville détruite en leur forteresse. Ils connaissaient chaque ruelle, chaque ruine, chaque passage secret. Pour eux, Stalingrad était plus qu'une ville. C'était la patrie et sa défense était une question de survie nationale. Sous le commandement du général Tchouikov, la 62e armée soviétique refusait de reculer. « Il n'y a pas de terre pour nous au-delà de la Volga », était le slogan, un cri de guerre qui se répandait dans les décombres. La faim et le froid les frappaient aussi, mais la motivation était une flamme ardente. Les tireurs d'élite soviétiques devinrent des légendes. Vassili Zaïtsev, avec son fusil et sa patience de chasseur, se transforma en un fantôme létal, éliminant des dizaines d'officiers et de soldats allemands, un par un. La peur des snipers paralysait. Personne n'était en sécurité. Sortir chercher de l'eau ou des provisions était un acte de courage suicidaire. À chaque tir, un corps tombait, un cri était réduit au silence. Le bruit du tir d'un fusil lointain était un rappel constant de la présence invisible et mortelle de l'ennemi. L'artillerie allemande et les Stuka continuaient de marteler la ville, mais avec moins d'efficacité. Les ruines, autrefois des cibles faciles, offraient désormais une couverture aux Soviétiques. Le bombardement incessant ne faisait que créer plus de décombres, plus de cachettes, plus de pièges. Les explosions assourdissantes, l'odeur d'ozone et de métal brûlé, étaient la bande sonore constante de la destruction. Au milieu du chaos, des civils, des vieillards, des femmes et des enfants cherchaient refuge dans des caves humides et sombres, affamés, gelés, écoutant le rugissement de la bataille au-dessus de leur tête. Le pleur d'un bébé était réduit au silence par la peur, le murmure d'une prière, la seule lueur d'espoir. La pénurie de ravitaillement commença à éroder le moral allemand. Les rations diminuaient, le carburant pour les véhicules était limité, les munitions se raréfiaient. La ligne de ravitaillement, étirée et vulnérable, était constamment attaquée. Le rêve d'une victoire rapide s'était transformé en un cauchemar logistique. Le froid mordait, mais la faim rongeait de l'intérieur. Chaque jour, plus de soldats succombaient aux engelures, à la dysenterie, à l'épuisement. Les yeux, autrefois pleins de confiance, reflétaient maintenant le vide du désespoir, l'ombre de la mort imminente. À chaque avancée allemande, le coût humain était insupportable. Les maîtres étaient gagnés au prix de centaines de vies. Les ordres d'Hitler étaient inflexibles, Stalingrad doit être prise. Mais la réalité sur le terrain était celle d'un enfer sans fin, où le courage et la brutalité se rencontraient dans une étreinte mortelle. Le paysage, autrefois vibrant, était maintenant un cimetière de métal tordu, de béton pulvérisé et de corps gelés, certains encore en position de combat, témoins silencieux d'une fureur insensée. La Volga, désormais une vaste étendue de glace, semblait se moquer des envahisseurs. Un chemin vers l'espoir qui était de plus en plus lointain, un portail vers le salut qui se fermait à chaque flocon de neige. La ville était devenue une tombe, un abîme d'où peu s'échapperait. Mais le piège n'était pas seulement une métaphore du désespoir. C'était une réalité qui se matérialisa avec une vitesse brutale, un coup chirurgical d'un ennemi que beaucoup avaient sous-estimé. Le 19 novembre 1942, le hurlement du vent fut brisé par un son nouveau et terrifiant, le rugissement de milliers de canons soviétiques. L'opération Uranus, la contre-attaque qui avait été méticuleusement planifiée en secret, se déchaîna avec une fureur écrasante. Elle ne vint pas de la ville, mais des steppes au nord et au sud de Stalingrad, où les défenses allemandes, étirées et épuisées, étaient tenues par des unités roumaines et italiennes, mal équipées pour l'enfer qui allait suivre. Les lignes se brisèrent. L'odeur de poudre épaisse et gelée se mêla à l'air, tandis que les vagues de chars et d'infanterie soviétiques, maintenant bien équipés pour l'hiver, avançaient comme une avalanche implacable. En seulement 4 jours, les 2 bras de la tenaille soviétique se rejoignirent dans la ville de Kalach, à l'ouest de Stalingrad. Le bruit lointain des moteurs et des explosions venant de l'extérieur du périmètre urbain, autrefois un présage de renfort, devint le bruit du destin scellé. La 6e armée allemande, avec environ 250 000 hommes, était irrémédiablement encerclée. Le Kessel, la chaudière, s'était refermé. La nouvelle de l'encerclement frappa les soldats allemands dans la ville comme un choc électrique, un froid encore plus profond que l'hiver russe. La confiance, déjà ébranlée, s'effondra en panique. Il n'y avait plus nulle part où aller.
La Volga gelée était une barrière, et maintenant, à l'ouest, une muraille de soviétiques. L'air, auparavant chargé seulement de l'odeur de la mort locale, apportait maintenant l'odeur du désespoir généralisé. La voix de la radio qui promettait autrefois la victoire parlait maintenant d'une poche, d'une forteresse. Mais pour ceux qui étaient à l'intérieur, c'était une prison, une tombe à ciel ouvert. La pénurie de ravitaillement, auparavant un problème croissant, se transforma en une crise existentielle. Les quelques avions de transport de la Luftwaffe tentaient désespérément de parachuter des vivres dans la poche, mais beaucoup s'écrasaient, abattus par l'artillerie anti-aérienne soviétique ou par l'impitoyable blizzard. Le bruit lointain d'un avion s'approchant était un bref rayon d'espoir, rapidement écrasé par le silence lorsqu'il passait au loin ou était abattu. Les rations, déjà minimales, furent réduites au point de l'inanition. La faim rongeait les entrailles des soldats, une douleur constante, plus cruelle que le froid lui-même. Les chevaux furent abattus et mangés, puis les chiens, les rats. Le cannibalisme, murmurait-on, commençait à hanter les plus désespérés. L'effondrement moral et physique fut vertigineux. Les soldats, déjà affaiblis par la guerre des rats et par l'hiver brutal, faisaient maintenant face à la perspective d'une mort lente par inanition et gel. Les hôpitaux de campagne, improvisés dans des caves humides et sombres, étaient surpeuplés. L'odeur de puces, de gangrène et d'excréments était insupportable. Des hommes avec des membres gelés, des blessures infectées, une dysenterie incontrôlable, mouraient par milliers, abandonnés à leur sort. Les piles de corps gelés dans les rues en ruine grandissaient, un témoignage silencieux du destin qui attendait tout le monde. Hitler, dans sa mégalomanie, refusa d'autoriser la retraite. « La 6e armée doit tenir bon !» cria-t-il. L'ordre était que Paulus et ses hommes combattent jusqu'au dernier homme. Cette décision scella le destin d'250 000 de soldats. L'espoir d'un sauvetage externe, d'une avancée pour percer l'encerclement, était un mirage. L'armée de secours dirigée par Manstein essaya, mais l'hiver et la résistance soviétique se révélèrent infranchissables. Les bruits de combats lointains, qui parvenaient de temps en temps aux oreilles des encerclés, n'étaient que la preuve que l'aide était proche mais inaccessible. À l'intérieur du Kessel, la vie était devenue une lutte quotidienne contre la mort. Chaque morceau de pain, chaque goutte d'eau, chaque balle était un trésor. Les soldats allemands, autrefois la force d'élite de l'Europe, étaient maintenant des fantômes maigres, avec des yeux creux et sans espoir, luttant non pour la victoire, mais pour la survie d'un jour de plus. La fumée des feux de bois, allumée avec ce qui restait de bois des bâtiments détruits, ne chauffait pas assez pour éloigner le froid paralysant. L'odeur de brûlé et de désespoir humain était le parfum constant de cet enfer. Les civils qui étaient toujours piégés dans la ville, certains réfugiés qui avaient été pris dans l'encerclement, partageaient le même destin. Cachés dans des caves, ils entendaient le rugissement de la bataille et le hurlement du vent, sachant qu'à chaque jour qui passait, la nourriture et l'espoir diminuaient. Femmes et enfants, témoins de la barbarie, faisaient face à la même faim, au même froid, à la même mort lente que les soldats. Stalingrad, la ville qui portait le nom du chef soviétique, était désormais un piège mortel, un abîme de glace et de désespoir où la vie s'éteignait lentement, mètre par mètre, jour après jour. L'encerclement se resserrait et avec lui, la certitude d'une fin tragique et inévitable. À l'intérieur du Kessel, le temps cessa d'être mesuré par les jours et les nuits, mais plutôt par les rafales de vent glacial, par l'intensité de la faim et par le nombre de corps qui s'accumulaient. À chaque aube grise, l'espoir diminuait, remplacé par un épuisement qui pesait plus lourd que la neige sur les décombres. La promesse d'un sauvetage, l'opération Tempête d'hiver menée par Manstein, avait échoué. Le bruit lointain des canons, qui autrefois allumait une étincelle d'espoir, n'était plus qu'un écho cruel d'une aide qui n'arriverait jamais. La 6e armée était seule, abandonnée, condamnée. L'hiver russe, cet ennemi silencieux et implacable, réclamait son prix le plus lourd. Les températures chutaient à des niveaux insupportables, atteignant parfois les 40 degrés Celsius. Le contact du métal gelé brûlait la peau comme du feu. Les soldats, autrefois vigoureux, se traînaient comme des spectres, leurs corps émaciés, leurs visages gris et marqués par la faim et la fatigue. L'odeur de chair humaine en décomposition, mélangée à celle d'excréments congelés et à la fumée de feux de bois précaires, était le parfum constant de la mort qui imprégnait l'air gelé. La faim était une torture lente et incessante.
Les rations, déjà insignifiantes, furent réduites à des morceaux de pain de cheval et à un bouillon clair fait de tout ce qui pouvait être trouvé. De nombreux soldats en venaient à manger du dentifrice, du cuir de botte, ou même de la neige mélangée à de la poudre à canon pour tromper la douleur de l'estomac. Le regard dans les yeux des hommes était celui d'animaux acculés, affamés, sans avenir. La discipline, autrefois l'épine dorsale de la Wehrmacht, commença à se désintégrer. Les petits vols, les bagarres pour la nourriture et la perte de la raison devinrent monnaie courante. La mort par inanition, par gel, par dysenterie, était plus fréquente que la mort au combat. Les hôpitaux de campagne étaient des scènes d'horreur indescriptibles. Des centaines d'hommes, avec des membres gangrenés par le froid, des blessures infectées qui pourrissaient sous les uniformes sales et des corps tremblants de fièvre et de dysenterie, gisaient entassés dans des caves sombres et non chauffées. L'odeur était insupportable. Sang, pus, vomi, excréments et l'odeur douceâtre de la mort. Les médecins, épuisés et sans ravitaillement, ne pouvaient offrir que des soins palliatifs et le choix difficile entre l'amputation sans anesthésie ou la mort lente. Beaucoup imploraient une balle de miséricorde. Le bruit des gémissements et des cris résonnait dans le silence lourd de la nuit, un chœur de désespoir étouffé par la neige. Les généraux allemands, y compris Paulus, envoyèrent des messages désespérés à Hitler, implorant la permission de se retirer ou de se rendre. La réponse du Führer était toujours la même. « Battez-vous jusqu'au dernier homme ». Cette intransigeance scella le destin de dizaines de milliers d'hommes. La loyauté cédait la place au ressentiment amer. Chaque jour, l'encerclement soviétique se resserrait davantage, comme un nœud coulant. Les attaques soviétiques, maintenant avec une artillerie massive et des chars bien ravitaillés, étaient implacables. Le rugissement des Katyushas, les orgues de Staline, était un son terrifiant, annonçant une pluie de feu et d'éclats d'obus qui pulvérisait ce qui restait des abris allemands. L'armée soviétique, maintenant à l'offensive, était une force renouvelée, motivée par la victoire imminente et par la vengeance. Pour eux, il s'agissait d'anéantir l'envahisseur qui avait apporté tant de morts et de destruction. Les soldats avançaient sur la neige, leurs cris de « hurrah » résonnant dans l'air glacial, repoussant les Allemands vers un territoire de plus en plus réduit. À chaque avancée, plus de bâtiments étaient pris, plus de positions défensives étaient écrasées. L'affrontement devint encore plus brutal, les Soviétiques montrant peu de pitié envers un ennemi qui avait commis des atrocités indicibles sur leur sol. Les dernières poches de résistance allemande étaient des foyers de fureur et de désespoir. Les soldats, sans espoir de sauvetage, se battaient avec un courage aveugle, non pour la victoire mais pour retarder l'inévitable, pour vendre leur vie au prix le plus fort possible. Les combats se déroulaient dans des caves sombres, dans des usines détruites, dans des rues transformées en labyrinthes de débris. L'odeur de sueur, de sang et de peur était palpable. Le bruit des baïonnettes s'entrechoquant, des tirs à bout portant, des grenades explosant dans des espaces confinés, était la bande sonore de la fin. Le 10 janvier 1943, les Soviétiques lancèrent l'opération Anneau, Koltso, l'assaut final pour écraser ce qui restait de la 6e armée. L'artillerie ouvrit le feu avec une intensité jamais vue. Des milliers de canons martelèrent les positions allemandes, transformant le Kessel en une mer de flammes et de fumée. L'air tremblait sous l'impact, la terre gémissait. Pour les soldats allemands, c'était l'apocalypse. La lumière du jour était obscurcie par la suie et par la neige soulevée par les explosions. Le bruit des chars soviétiques, T-34, autrefois craints, était maintenant le prélude de la mort certaine, roulant impitoyablement sur les dernières défenses. Le piège, implacable, se refermait pour toujours. L'opération Anneau n'était pas seulement un assaut, c'était un marteau de guerre, écrasant le Kessel avec une force industrielle. À chaque heure, l'espace se rétrécissait. Le rugissement des canons soviétiques était ininterrompu, transformant l'horizon en une symphonie de destruction. L'air déjà glacial devenait encore plus dense avec la fumée des explosifs, l'odeur de métal brûlé, et la suie qui tombait comme une neige noire sur les corps gelés et les décombres. Il n'y avait plus nulle part où courir, ni où se cacher. Ce qui restait de la 6e armée était acculé, compressé dans des poches de plus en plus petites. Le désespoir atteignit son apogée. Les soldats allemands, autrefois l'avant-garde de la Blitzkrieg, n'étaient plus que des squelettes ambulants, leurs visages pâles et creusés, les yeux fixés sur le vide ou sur la mort imminente. La faim était une compagne constante, une douleur lancinante qui consumait la chair et l'esprit. Beaucoup ne distinguaient plus la réalité de l'hallucination,
Le bruit de leurs propres dents qui claquaient de froid et de faim était presque aussi constant que le bruit de la bataille. La dysenterie et le typhus balayaient les rangs, transformant chaque cave en une chambre mortuaire. La puanteur de la maladie et de la décomposition était insupportable, un rappel constant de la fragilité de la vie. Le général Paulus, le commandant de la 6e armée, était dans son quartier général souterrain, le bunker de l'entrepôt de Gumrak, puis transféré à la cave du grand magasin Universalny. Ses messages à Hitler étaient de plus en plus urgents, plus désespérés. Il décrivait la situation comme insoutenable. Pas de munitions, pas de nourriture, pas d'espoir de sauvetage. Il implorait la permission de se rendre pour sauver ce qui restait de ses hommes. Mais de Berlin, la réponse était toujours la même, glaciale et inflexible. Interdiction de se rendre, battez-vous jusqu'au dernier homme. Hitler voyait Stalingrad comme un symbole, et un symbole ne pouvait pas tomber. La réalité sur le terrain était ignorée par la mégalomanie d'un dictateur. L'intransigeance d'Hitler scella le destin de dizaines de milliers d'hommes. La loyauté fut remplacée par un ressentiment amer. Les soldats, abandonnés par leur fureur, se battaient maintenant par pur instinct de survie ou par un dernier soupçon d'honneur. De petits groupes tentèrent de fuir, de traverser la Volga gelée ou de percer les lignes soviétiques, mais ils étaient impitoyablement traqués par le froid ou par les patrouilles soviétiques. Le bruit des tirs de mitrailleuses balayant la surface gelée du fleuve était un constat de la futilité de telles tentatives. Les soviétiques, quant à eux, avançaient avec une fureur renouvelée. Pour eux, ce n'était pas seulement une bataille, mais la vengeance pour des mois de terreur et de destruction. Les soldats de l'armée rouge, poussés par les ordres de « pas un pas en arrière » et par la promesse d'anéantir l'envahisseur, attaquaient les dernières poches de résistance avec une cruauté que la guerre avait enseignée. Le combat devint encore plus au corps à corps, plus brutal. Le bruit des baïonnettes qui s'entrechoquaient, des crosses de fusil, des cris en russe et en allemand, se mêlait à l'écho des explosions dans des espaces confinés. Les derniers jours de janvier 1943 furent le point culminant de l'enfer. Le Kessel se divisa en deux, la poche nord et la poche sud. Au sud, Paulus et son état-major étaient acculés dans le grand magasin Universalny. Les rues environnantes étaient jonchées de corps gelés, de véhicules détruits, d'armes abandonnées. L'odeur de la mort était écrasante, se mélangeant à l'odeur âcre du charbon brûlé et à la fumée des dernières défenses. Les chars soviétiques T-34, autrefois craints, étaient maintenant les prédateurs qui chassaient les derniers survivants. Leurs moteurs rugissaient, leurs canons tiraient, et à chaque impact, un nouveau morceau de la résistance allemande se désintégrait. Les tentatives de contre-attaque étaient suicidaires, écrasées avant même de commencer. Seul le désespoir poussait les hommes à brandir leurs armes, à faire une dernière résistance inutile. Le bruit d'une grenade explosant dans une cave sombre, le cri étouffé d'un soldat, le silence qui s'ensuivait, c'était la réalité constante. Il n'y avait plus de gloire, seulement la lutte pour la vie. La reddition, autrefois impensable, devint la seule issue pour les quelques-uns qui avaient encore la force de vouloir vivre. L'hiver russe, l'ennemi invisible, avait fait son travail, mais la résilience soviétique avait porté le coup fatal. Stalingrad, la ville en ruine, était sur le point de connaître sa fin sanglante. Le 30 janvier 1943, alors que la 6e armée se désintégrait sous le marteau soviétique, un message arriva de Berlin pour le général Paulus. Ce n'était pas la permission de se rendre qu'il implorait, mais une promotion. Hitler le nomma maréchal de camp. C'était une ironie cruelle, un dernier et désespéré appel à l'honneur, car aucun maréchal de camp allemand ne s'était jamais rendu. Le message était clair, battez-vous jusqu'à la mort ou suicidez-vous. L'air lourd du bunker, déjà saturé de l'odeur de moisi et de désespoir, sembla devenir encore plus dense. La décision de Paulus scellerait non seulement son destin, mais celui de centaines de milliers d'hommes. Mais Paulus, l'homme qui avait planifié l'invasion de l'Union soviétique, qui avait marché invaincu à travers l'Europe, n'était pas un fanatique. Il vit la réalité avec des yeux froids et épuisés. Le refus d'Hitler d'autoriser la reddition signifiait l'anéantissement total, une tuerie insensée. Ces hommes mouraient de faim, de froid et de maladies par milliers, non dans un combat glorieux, mais dans un abîme de misère. L'honneur militaire, à ce stade, était un concept vide. La survie, aussi improbable qu'elle puisse paraître, était la seule boussole. La perspective de devenir un martyr pour une cause perdue ne le séduisit pas. Le 31 janvier 1943, le silence s'abattit finalement sur la poche sud de Stalingrad.
Ce n'était pas un silence de paix, mais d'épuisement et de défaite. Dans la cave du grand magasin Universalny, le nouveau maréchal de camp Friedrich Paulus, un fantôme de son ancien moi, se rendit aux soviétiques. Le bruit étouffé des bottes des soldats de l'armée rouge, résonnant dans les couloirs souterrains, fut le présage de la fin. Il n'y eut pas de tir, pas de résistance finale, seulement l'acceptation sombre de la défaite. L'image de Paulus, entouré de ses officiers, se rendant au lieutenant Sidorov, devint le symbole de la catastrophe allemande. L'odeur de poudre et de sang céda la place à l'odeur de l'humanité vaincue. La nouvelle de la reddition de Paulus et de la poche sud se répandit comme un frisson dans ce qui restait de la poche nord, commandée par le général Karl Strecker. Pour eux, ce fut un coup dévastateur pour leur morale déjà brisée. L'espoir, aussi mince soit-il, que la lutte de Paulus puisse d'une manière ou d'une autre inverser le cours des événements, s'évapora. Mais Strecker et ses hommes allaient encore se battre pendant quelques jours, retranchés dans les ruines de l'usine de tracteurs et de l'usine Barricadi. Le rugissement continu des canons soviétiques, le bruit incessant des mitrailleuses et la vue des chars T-34 avançant étaient la réalité constante. L'enfer continuait, maintenant avec la certitude d'un dénouement identique. Pour les soldats allemands qui se rendirent, la réalité fut un choc brutal. Des centaines de milliers d'hommes, émaciés avec des membres gelés et des corps infestés de poux, furent rassemblés par les soviétiques. L'odeur de la mort les suivait, mélangée à l'odeur de leur propre corps sale et malade. La vision était celle d'une armée de fantômes, l'antithèse de la puissante Wehrmacht qui avait envahi la Russie. Beaucoup pouvaient à peine marcher, se traînant dans la neige, avec des regards vides de traumatisme et de malnutrition. L'humidité et le froid pénétraient les os, et la faim qu'ils avaient combattue pendant des mois était maintenant une douleur chronique qui ne cesserait jamais. La reddition ne signifia pas la fin de la souffrance, mais le début d'un autre type de tourment. La marche de la mort vers les camps de prisonniers de guerre soviétiques commença presque immédiatement. Les soldats blessés, malades et gelés furent forcés de marcher sur des kilomètres dans la neige et la glace sous la surveillance des gardes soviétiques. Beaucoup tombaient, épuisés, et étaient laissés pour mourir de froid dans la steppe. Le bruit des tirs isolés ponctuait le silence blanc, un rappel cruel du destin de ceux qui ne pouvaient pas suivre le rythme. À chaque pas, l'espoir diminuait, remplacé par la froide réalité d'une captivité brutale. Pendant ce temps, dans la poche nord, l'agonie se prolongeait. Le général Strecker, maintenant isolé et sans aucun espoir de renfort ou de sauvetage, continua de se battre jusqu'au 2 février 1943. Ces hommes, réduits à quelques milliers, étaient acculés dans une zone minuscule sous un bombardement constant. Le refus d'Hitler d'autoriser la reddition, l'obsession d'un sacrifice inutile, condamna encore plus de vies. À chaque explosion, un bâtiment de plus s'effondrait. Un nouveau morceau de Stalingrad se transformait en poussière et en décombres. Le bruit des derniers combats était une lamentation finale, le râle d'une armée moribonde. Finalement, le 2 février 1943, le dernier foyer de résistance allemande à Stalingrad cessa. Le général Strecker et ce qui restait du 11e corps d'armée se rendirent. Le silence qui suivit n'était pas celui d'une victoire retentissante, mais d'une fatigue profonde, d'un épuisement qui pesait sur les deux camps. La bataille de Stalingrad, la plus sanglante de l'histoire humaine, avait pris fin. Plus de 91 000 soldats allemands furent faits prisonniers, mais la plupart d'entre eux étaient à l'agonie. Seuls environ 6 000 reviendraient chez eux des années plus tard. Stalingrad était une tombe gelée, un monument à la mégalomanie et à l'horreur de la guerre totale. Le coût humain était inimaginable, les cicatrices, profondes et éternelles. La reddition ne fut que le prélude à un nouvel enfer. Pour les 91 000 Allemands faits prisonniers, la libération de la bataille signifia l'entrée dans un purgatoire glacé et sans fin apparente. Leur corps, déjà au bord de l'effondrement, allait être testé au-delà de toute limite humaine. La marche de la mort n'était pas une métaphore, c'était une réalité brutale. Des milliers furent forcés de marcher sur des kilomètres à travers la steppe gelée, sous la neige incessante, vers des camps de prisonniers lointains. L'air tranchant entrait dans les poumons comme des lames de glace. Le bruit de la toux, des gémissements, des bottes traînant dans la neige était le seul accompagnement du silence mortel de la plaine russe. Ceux qui tombaient, épuisés, malades, avec des membres gangrenés, étaient laissés derrière. Le bruit d'un tir isolé brisait la quiétude, mettant fin à une vie de misère. La neige, implacable,
couvrait rapidement les corps, les transformant en monticules anonymes dans la vaste étendue blanche. Les camps de prisonniers soviétiques étaient aussi implacables que l'encerclement de Stalingrad. La surpopulation, la pénurie de nourriture et le manque d'hygiène étaient la norme. Le régime alimentaire consistait en pain de seigle et en soupe claire de choux, à peine suffisant pour maintenir l'âme au corps. Les maladies, typhus, dysenterie, pneumonie, balayaient les baraquements comme un vent mortel. L'odeur de maladie, de sueur et d'excréments était constante. Les prisonniers, transformés en ombre d'eux-mêmes, travaillaient dans des conditions brutales, coupant du bois, construisant des routes, dans un effort de guerre qui s'étendrait sur des années. Beaucoup mouraient quotidiennement. Leurs corps empilés comme du bois de chauffage étaient ensuite jetés dans des fosses communes, sans nom, sans honneur, sans fin. Sur les 91 000 qui se rendirent, seuls environ 6 000 revirent l'Allemagne, et beaucoup ne revinrent que plus d'une décennie plus tard, leurs âmes et leurs corps marqués à jamais. Pour eux, Stalingrad ne se termina pas en février 1943. Elle continua dans chaque cauchemar, dans chaque cicatrice, dans chaque souvenir du froid et de la faim. Pendant ce temps, la ville de Stalingrad, un cimetière à ciel ouvert, gisait en ruine. La vision était apocalyptique. Une mer de décombres et de gravats s'étendait à perte de vue, là où il y avait autrefois des usines, des maisons, des vies. L'odeur de la mort était écrasante, un mélange âcre de corps en décomposition sous la neige, de poudre, de fumée et de béton pulvérisé. Le silence, autrefois interrompu par le rugissement de la bataille, était maintenant un silence lourd, funèbre, qui parlait de destruction totale. Des millions d'obus et de bombes avaient transformé le paysage urbain en un paysage lunaire, ponctué de squelettes de bâtiments, de murs fissurés et de poutres tordues. La Volga gelée, autrefois une artère vitale, était maintenant une vaste étendue blanche, parsemée de restes de véhicules et de corps, un fleuve d'oubli. Pour les Soviétiques, la victoire vint à un coût inimaginable. Plus d'1 million de vies perdues entre soldats et civils. La joie de la victoire était tempérée par la douleur de la perte, par l'épuisement et par la vue de leur propre ville natale réduite en cendres. Les civils survivants émergèrent des caves et des décombres, pâles et maigres, leurs yeux vides de traumatisme, mais avec une flamme de résilience inébranlable. Femmes, enfants, personnes âgées, tous avaient supporté l'enfer, la faim, le froid, la mort constante. Maintenant, la tâche monumentale de reconstruire leur vie et leur ville les attendait. Le bruit des pelles et des pioches, le grincement des décombres étant enlevés, allait remplacer le bruit des canons, mais les cicatrices resteraient, profondes et invisibles. Les soldats soviétiques, épuisés mais victorieux, regardèrent le paysage dévasté. La vengeance avait été accomplie, mais le sentiment était doux amer. Tant de camarades tombés, tant d'atrocités vues. La guerre ne se terminerait pas là pour eux. Stalingrad n'était que le début du chemin vers Berlin, un chemin pavé de sang et de sacrifices. La leçon de Stalingrad résonnait fort. L'arrogance militaire du Troisième Reich s'était heurtée à la résilience indomptable d'un peuple qui refusait d'être soumis. Hitler, dans sa mégalomanie, avait sous-estimé la capacité de souffrance et de lutte de l'Union soviétique, transformant une campagne en un abîme sans fond. Stalingrad ne fut pas seulement une bataille, ce fut un point de bascule décisif dans la Seconde Guerre mondiale. La défaite de la 6e armée allemande brisa le mythe de l'invincibilité de la Wehrmacht, ébranla la confiance de l'Axe et galvanisa le moral allié. L'initiative stratégique passa aux mains des Soviétiques. Le cours de la guerre avait changé. Le Troisième Reich, qui semblait autrefois imparable, saignait maintenant, et la blessure de Stalingrad ne cicatriserait jamais. C'était le début du long et brutal chemin vers la défaite finale d'Hitler, un chemin qui coûterait des millions de vies supplémentaires, mais qui eut son tournant dans cet enfer gelé. Le nom Stalingrad devint un symbole de résistance héroïque, de souffrance inimaginable et de la brutalité sans limite de la guerre totale. Un rappel éternel des conséquences de l'ambition démesurée et du prix de la liberté. La reddition finale à Stalingrad ne fit pas taire le cri de la guerre, mais le transforma en une lamentation profonde qui allait résonner pendant des décennies. Pour les quelques Allemands qui survécurent au camp de prisonniers soviétiques, le retour à la maison, des années plus tard, ne fut pas un soulagement, mais une rencontre avec des fantômes. Leurs esprits étaient marqués par des visions de camarades gelés,
par la faim atroce et par l'humiliation de la défaite. L'odeur de la mort, le craquement de la glace sous les bottes, les gémissements des mourants, tout cela resta gravé dans leur mémoire, transformant les nuits en cauchemars vifs et les jours en une existence de silence tourmenté. Beaucoup ne s'en remirent jamais, portant la bataille de Stalingrad non seulement dans leurs cicatrices physiques, mais dans leur âme fragmentée. Du côté soviétique, la victoire fut célébrée, mais à un coût qui transcendait tout calcul. Les soldats qui se battirent dans les ruines de la ville, qui virent leurs camarades tomber sous le feu ennemi et le froid implacable, revinrent chez eux avec un fardeau invisible. Le traumatisme de la guerre, la brutalité à laquelle ils avaient assisté, la perte d'êtres chers, tout cela façonna une génération. Les civils de Stalingrad, qui émergèrent des caves pour trouver un désert de décombres, faisaient face non seulement à la reconstruction physique de leur vie, mais à la reconstruction de leur propre psyché. Le son d'une sirène lointaine, l'odeur de fumée, le silence soudain, tout pouvait évoquer l'enfer qu'ils avaient enduré. La résilience était indéniable, mais la douleur était une ombre constante. La ville de Stalingrad elle-même était le témoin le plus éloquent. Là où il y avait autrefois des rues animées et des immeubles imposants, il ne restait qu'une mer de destruction. La Volga, qui avait été l'artère vitale, était maintenant un miroir de la désolation, reflétant un ciel gris sur un sol gris. La tâche de reconstruction semblait impossible, un défi herculéen. Cependant, avec la même ténacité qu'ils avaient défendu la ville, les Soviétiques commencèrent à enlever les décombres, brique par brique. Le bruit des pioches et des pelles, le rugissement des premiers tracteurs qui commençaient à déblayer le chaos, remplaçaient les canons. C'était un travail lent, douloureux, mais chargé d'un symbolisme puissant. La vie refusait d'être éteinte, l'espoir germait des cendres. Pour l'Union soviétique, Stalingrad devint l'épitomée de l'héroïsme et du sacrifice. La propagande d'État éleva la bataille à un statut mythique, un témoignage de la volonté inébranlable du peuple soviétique et du leadership de Staline. Des monuments seraient érigés, des chansons composées, des films produits, tout pour immortaliser la mémoire de ceux qui avaient à lutter et qui étaient morts. Le nom Stalingrad devint un cri de guerre, un rappel constant que l'ennemi pouvait être vaincu, même dans les conditions les plus extrêmes. C'était la preuve que l'enfer gelé pouvait être remporté par la détermination humaine. En Allemagne, la chute de Stalingrad fut un choc sismique, un désastre aux proportions bibliques. La nation, autrefois enivrée par les victoires de la Blitzkrieg, fut forcée de faire face à la dure réalité de la défaite. Le deuil officiel de 3 jours décrété par Hitler fut une reconnaissance tacite de la catastrophe. La propagande nazie tenta de minimiser l'impact, mais la vérité filtra. Une armée entière avait été anéantie. Le mythe de l'invincibilité allemande fut brisé dans les rues gelées de la Volga. La défaite à Stalingrad ne fut pas seulement militaire. Ce fut un coup profond porté au moral et à la confiance du Troisième Reich, un sombre présage d'un avenir de défaite. La guerre à l'Est, qui aurait dû être une campagne rapide, se transforma en un bourbier sanglant, un trou noir qui engloutissait hommes et ressources sans fin. Stalingrad, avec son paysage lunaire de ruines et le coût humain inimaginable, devint un tournant. Ce ne fut pas seulement le point de bascule de la Seconde Guerre mondiale, mais un symbole éternel de la brutalité que l'ambition et la haine peuvent déchaîner. La leçon était claire, l'arrogance militaire, la déshumanisation de l'ennemi et la sous-estimation de la résilience humaine ne mènent qu'à la catastrophe. La ville, reconstruite avec la sueur et le sang de ses survivants, demeura un phare, un avertissement silencieux contre la folie de la guerre. Les cicatrices de Stalingrad, visibles et invisibles, façonnèrent l'avenir. La ville reconstruite à partir des cendres avec une ténacité quasi miraculeuse témoigne silencieusement de la férocité de son histoire. Aujourd'hui, l'imposant monument « La mère patrie vous appelle », avec ses 85 mètres de haut et son épée brandie vers le ciel, domine le paysage, un gardien de pierre sur la tombe de millions de personnes. Ses yeux, sculptés dans le béton, semblent fixés sur l'horizon, rappelant à tous le sacrifice indicible. D'innombrables mémoriaux plus petits, des plaques sur les bâtiments, des musées et des parcs maintiennent vivante la mémoire de chaque vie perdue, de chaque acte de courage et de chaque moment de désespoir. Des livres ont été écrits, des films ont été produits, des chansons ont été composées, tous tentant de saisir la magnitude de ce qui s'est passé dans cet enfer gelé.
Mais Stalingrad est plus qu'une collection de monuments ou de récits historiques. C'est une leçon gravée au fer rouge dans l'âme de l'humanité. C'est la preuve que l'arrogance du pouvoir, la croyance en l'invincibilité et la déshumanisation de l'ennemi mènent à un abîme de souffrance. C'est le miroir qui reflète la capacité humaine à la cruauté la plus abjecte, mais aussi à la résilience la plus sublime. La détermination des défenseurs, le courage des civils qui sont restés, la capacité à endurer l'insupportable, tout cela parle d'une force intérieure qui défie l'entendement. Stalingrad nous rappelle que, même au point le plus sombre de l'existence, la flamme de l'espoir peut refuser de s'éteindre. L'histoire de la bataille de Stalingrad est un écho qui résonne à travers les décennies, un cri silencieux contre la guerre et la tyrannie. C'est un rappel glacial que les batailles ne sont pas menées seulement par des armées, mais par des peuples entiers, et que le coût de la victoire ou de la défaite se mesure toujours en vies humaines, en rêves brisés, en futurs volés. Que les vents glacés qui soufflent encore sur la Volga portent ce message à jamais, que la paix, aussi fragile soit-elle, est le trésor le plus précieux de l'humanité. Que la mémoire de ceux qui sont tombés à Stalingrad nous inspire à construire un monde où de telles horreurs ne se répéteront jamais. Stalingrad n'est pas juste une bataille, c'est un symbole de la brutalité inégalée de la guerre, du courage indomptable et de la résilience humaine face à l'enfer. Chaque ruine est un cri contre la guerre, chaque flocon de neige tombé sur ces rues gelées est un rappel glacial de la barbarie et de la capacité humaine à surmonter l'inimaginable. Que son histoire nous serve d'éternel avertissement et d'inspiration. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques de l'histoire. Quelle bataille voulez-vous voir ensuite? Laissez votre commentaire et rejoignez notre voyage à travers le passé.